Salut à toi. Si tu as lancé la lecture, c'est parce que tu veux continuer de te détendre en contemplant le ciel. Comme tu as raison. C'est l'un des plus beaux spectacles qui existent. C'est aussi le spectacle le plus ancien que l'humanité connaisse. Je suis moi aussi tellement content que l'on reparte ensemble pour une nouvelle aventure. J'ai plein de choses fascinantes à te raconter. Mais avant tout, je vais te demander de te mettre en condition pour voyager avec moi dans l'espace et le temps. Ce n'est pas compliqué. Tu connais la méthode. Pose-toi confortablement. Tu peux bouger si tu veux, mais garde les yeux fermés. Détends-toi. Essaie de te concentrer uniquement sur ma voix. Si tu t'endors, tant mieux. Mais dans tous les cas, tu vas passer un moment agréable qui va recharger tes batteries. Installé ? Parfait. On va faire une respiration calme, toujours les yeux fermés. Inspire. Expire. On va planter le décor ensemble. Je te guide, et toi tu crées le monde autour de toi. On va s'imaginer être sur la plage sur laquelle nous étions lors de notre dernière aventure. C'est une plage isolée, couverte de sable fin. Et cette nuit, la mer est calme. On entend à peine les vagues qui s'échouent sur le sable doux. Assieds-toi dans le sable et regarde autour de toi. La plage forme un croissant à ta gauche et à ta droite. Elle te protège ainsi, sans restreindre la vue que tu as du ciel. Et quel ciel! Plusieurs milliers d'étoiles percent la voûte céleste de leur lumière scintillante. En contrebas, la mer reflète ce spectacle et le fait danser avec les ondulations de l'eau. Il fait bon, la nuit est douce, et elle t'enveloppe d'une odeur doucement iodée. Profitons-en un instant. On est bien ici, non ? Ce que je te propose maintenant, c'est de t'imaginer t'allonger dans le sable, le regard perdu dans ce dôme étoilé. Les yeux dans les étoiles, tu enfonces doucement le bout de tes doigts dans le sable, puis la main entière, et sens la douceur de la journée qui s'est accumulée dans les grains sous la surface. Profites-en pour bien sentir le sable qui s'écrase sous ton poids, au niveau de ta tête, de tes épaules, de ton dos, de tes jambes, de tes talons. Sens cette force à la fois douce et puissante, qui te plaque au sol et te retient de plonger dans cet océan infini d'étoiles. Admire ce nuage lumineux qui barre le ciel d'un côté de la coupole céleste à l'autre, la Voie lactée, la galaxie qui nous abrite. Souviens-toi des légendes qui la décrivent. Tu as déjà sûrement en tête les images de notre dernier voyage. Lorsque tu regardes les étoiles, maintenant tu sais qu'il y a au loin des trous noirs, des étoiles massives, sans oublier plus proches de nous, les planètes de notre système solaire. Tu as peut-être toutes ces connaissances grâce à notre dernière aventure. Ou alors, tu es toi aussi passionné par le ciel, et tu savais déjà tout ça.
ou peut-être un mélange des deux. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment on sait tout ça ? Comment sommes-nous passés d'admirer le ciel, voire le craindre, à le comprendre ? Je te disais que nous ne sommes pas faits pour le comprendre intuitivement. Cela veut dire que sans outils intellectuels, sans la science, nous serions probablement toujours des êtres superstitieux, cherchant les signes de notre avenir dans les cieux. Nous sommes des êtres composés de poussière d'étoiles, et nous avons développé une méthode pour comprendre, prédire, et au final donner un sens à l'univers. En fait, génération après génération, nous sommes l'univers qui s'analyse et tente de se comprendre lui-même. Je suis pas là pour te faire un cours d'histoire, non. On va juste faire un voyage assez court au sein des idées et de la vision que nos aïeux avaient du ciel, dans un ordre parfois décousu temporellement. Et oui, tout le monde n'était pas toujours d'accord, et certains avaient raison avant tout le monde. Parfois par hasard, sans pouvoir encore en apporter la preuve. Voilà l'aventure que nous allons vivre aujourd'hui. C'est toujours un voyage dans l'univers. Mais cette fois, nous voyagerons dans le reflet des yeux de l'humanité. L'horloge de l'humanité. Imagine-toi être l'un des premiers humains. Tu es toujours sur ta plage, mais maintenant, près de toi, d'autres hommes et femmes sont là. Pourquoi pas tous vêtus de peau de bête ? Qu'est-ce que le ciel représentait pour ces premiers humains ? Avaient-ils le loisir de penser à autre chose qu'à leur survie ? Ou à l'inverse ? Peut-être qu'ils avaient plus le temps de contempler, voire d'essayer de donner un sens à ces milliers de feux follets qui semblaient changer de place chaque nuit. Un spectacle que la Terre donnait déjà à ses premiers hommes. J'aime à imaginer que chaque humain, au cours de son apprentissage d'une branche de connaissances humaines, fait en accélérer le même parcours mental que l'humanité elle-même, utilisant les travaux de ses ancêtres comme un tremplin pour repousser chaque génération la frontière de ce que l'on sait. J'aime cette image car je la trouve bien plus respectueuse de nos ancêtres que de les imaginer idiots et de rire de leurs croyances et de leurs erreurs de jugement. Nos ancêtres n'étaient pas bêtes, ils étaient simplement innocents. Si tu le veux bien, on va donc imaginer les premiers humains comme de jeunes enfants dans leur rapport au ciel. Certaines pistes semblent indiquer qu'ils ont rapidement acquis quelques notions de base et établi des liens entre le soleil, la lune et certains phénomènes terrestres. Ils auraient effectivement eu du mal à manquer l'alternance de jour et de nuit, premier marqueur du temps qui passe. De cette observation évidente, nous sommes héritiers d'un système de repères dans le temps qui n'a de sens que sur notre planète. Même l'unité de base de la physique, la seconde, n'est qu'une division de ce premier cycle d'événements. Évidemment, les premiers humains ne comptaient pas les secondes. Mais lorsque tu regarderas ta montre, aussi évoluée soit-elle, dis-toi que le temps indiqué dessus est arbitraire, hérité de l'observation la plus ancestrale qu'il soit.
Si on écarte les événements climatiques, la pluie, le vent, les nuages, qui sont bien trop irréguliers, la différence est trop ténue d'un jour à l'autre pour en repérer un en particulier ou garder la notion du nombre écoulé depuis un événement marquant. Il est donc extrêmement compliqué de se repérer dans une période qui dépasserait quelques dizaines de jours. Avec juste un peu plus d'observation, on remarque vite le fait que la Lune passe d'un croissant à un quartier, puis à une pleine Lune, avant de se réduire à nouveau. C'est un des phénomènes nocturnes les plus faciles à discerner. On ne sait pas exactement quand les humains ont commencé à compter le temps qui passe avec la Lune. On a des traces qui montrent qu'au 3e millénaire avant notre ère, les peuples d'Irlande savaient compter les jours qui composent les phases de la Lune. C'est à peu près le début des pyramides d'Égypte. On est donc déjà très loin des peaux de bête. Il reste très probable que ce vestige soit simplement un des rares qui ait résisté à l'épreuve du temps. Rien ne permet d'affirmer qu'il soit le premier. Avec son cycle d'environ 29 jours, la Lune est le parfait repère de longue durée. La preuve en est l'utilisation de l'expression « des lunes » pour exprimer une période un peu longue. Cela fait des lunes que les choses sont ainsi, et l'équivalent un peu désuet d'un bail ou d'une paye. Tous au final des événements mensuels. Avec ce marqueur, on peut alors construire un découpage qui permet de remarquer des cycles plus longs, et que l'on peut ainsi transmettre aisément. Le cycle lunaire est le prototype de ce que nous appelons aujourd'hui un mois. Le sage m'a dit qu'il faudrait attendre au moins 5 lunes pleines avant que les arbres ne se couvrent de nouveau de fruits. Ou à l'inverse, le sage pense qu'il nous reste 3 lunes pleines pour faire nos provisions avant le froid. Ce lien entre la Lune et le changement de climat est encore aujourd'hui bien ancré dans les traditions humaines, surtout chez les jardiniers et certains agriculteurs. Mais au choix, soit il s'agit d'observations de la Lune qui permettent de juger du taux d'humidité de l'air, soit cela permet de compter un délai entre une date et la prochaine pleine Lune, soit enfin, la science n'a pu vérifier la véracité de l'affirmation. De ce proto-mois, la notion que nous appelons aujourd'hui saison a pu alors être déterminée. Une période typiquement chaude, avec un soleil plus haut, plus brûlant, et présent longtemps. Une autre, typiquement froide, avec des journées courtes, chacune précédée de transitions annonçant la suite. Les feuilles tombent avant le froid, les fleurs sortent avant le chaud. Évidemment, ce raisonnement n'est probablement pas celui d'un des premiers Homo sapiens. Et surtout, il a fallu bien des générations et bien des observations avant de comprendre que cette alternance des saisons est quelque chose de régulier et donc prévisible. Je sais que toi tu sais d'où viennent ces phénomènes, mais essaie de te mettre dans la peau de ceux qui l'ignorent. Tente de ressentir l'émerveillement de ce cycle magique de mort et de renaissance de la nature. Comprends aussi l'angoisse de ne pas savoir quand, et surtout si l'hiver va s'arrêter. Avec la sédentarisation et l'agriculture qui nécessitent de la planification, connaître quand nous sommes était crucial pour augmenter les chances de succès lors des récoltes. Planter trop tôt dans l'hiver, ou trop tard dans le printemps, peut être catastrophique. Si seulement il y avait un moyen de connaître le bon moment d'un cycle à l'autre, sans devoir se fier uniquement à la météo qui peut trop varier. De ce besoin ont émergé les premiers calendriers, dont on retrouve la trace il y a plus de 5000 ans.
que l'on nomme logiquement calendrier lunaire, et qui sont encore utilisés dans certaines traditions, musulmanes ou juives par exemple. Comme il suit les phases de la Lune, il ne comporte que 354 jours, répartis en 12 mois, et se décale légèrement d'année en année. Il faut donc, si l'on souhaite respecter les observations cosmiques, parfois rajouter des mois supplémentaires pour conserver cette correspondance avec les saisons. Les calendriers lunaires sont d'ailleurs souvent corrigés grâce au Soleil. On parle alors de calendrier luno-solaire. Au-delà de son apparition le matin et sa disparition le soir, nos ancêtres ont remarqué qu'au fur et à mesure de l'année, il était plus ou moins longtemps présent dans la journée, et qu'il se levait moins à l'est lors des périodes froides que pendant les périodes chaudes, et de même lors de son coucher à l'ouest. Sa position au lever et au coucher permet alors de mieux se repérer dans l'année. De là sont nés les rites dits païens. On a commencé à célébrer le jour où les jours se mettent à rallonger, ou au contraire à raccourcir. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit du but de certaines constructions des plus emblématiques des temps anciens, comme Stonehenge par exemple. Les humains y fêtaient les rares jours où le jour et la nuit se répartissent équitablement, ce que l'on appelle aujourd'hui les équinoxes. Certains temples égyptiens avaient même été orientés de sorte que le jour de l'anniversaire du pharaon, le soleil se lève en étant parfaitement aligné avec l'entrée du temple, inondant de lumière le tombeau pour cette date importante pour le défunt. Je pourrais te citer tellement d'exemples de constructions primitives qui n'ont de sens que 2 à 4 fois par an, servant à repérer les humains dans le temps et dans le cycle des années. Les Égyptiens, pour revenir sur eux, sont parmi les premiers à utiliser un calendrier solaire. Il comportait déjà 365 jours et les 4 points de repère que nous utilisons aujourd'hui. Équinoxe de printemps, durée du jour et de la nuit identique, environ 12 heures chacun. Équinoxe d'automne, durée du jour et de la nuit identique, environ 12 heures. Solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année et le jour le plus court. Solstice d'été, le jour le plus long et la nuit la plus courte. Il y a évidemment d'autres types de calendriers, et notamment le fameux calendrier Maya, que je ne vais pas détailler pour éviter de te perdre en explications. Ce n'est pas que je te sous-estime, mais sache déjà que les Mayas utilisaient non pas 1 mais 4 calendriers. Le premier, c'est le cycle divinatoire, avec un usage essentiellement religieux. Il est aussi appelé almanach sacré, calendrier magique, calendrier rituel, qui ne comporte que 260 jours. Le second, c'est le calendrier séculier, ou calendrier civil, ou encore calendrier vague, de 365 jours. Le troisième calendrier, c'est le cycle sacré des 52 ans, nommé compte calendaire, qui combine les 2 calendriers précédents. Le cycle long, ou compte long, permettait de compter les jours de façon linéaire par rapport à une date zéro. Ces jours pouvaient être comptés jusqu'à 23 milliards d'années. Autant te dire que je pourrais y passer beaucoup de temps, et que ce n'est malheureusement que l'un des multiples calendriers qui n'ont pas servi de fondation au calendrier que l'on utilise actuellement dans notre société occidentale. Mais parlons plutôt justement du système julien. C'est chez les Romains, avec le calendrier julien, que l'on retrouve l'exemple le plus connu de calendrier purement solaire, qui remplaçait un calendrier précédemment luno-solaire. Tu sais pourquoi c'est le calendrier julien ? Je suis certain que tu connais un certain Romain prénommé Jules. En 46 avant Jésus-Christ, à l'aide d'un astronome, Jules César décida de réformer le calendrier pour qu'il soit toute l'année en concordance avec les saisons. L'année -46 est depuis lors nommée année de la confusion, car elle ne comporta exceptionnellement que 445 jours, afin de préparer le début du nouveau calendrier. Ce calendrier doublait le 24 février, 6e jour avant les calendes de Mars, jour qui devint donc le Bissextus ante calendas Martias,
origine des expressions d'année bissextile et jour bissexte. L'année 45 avant Jésus-Christ marque donc le début du calendrier julien, dans lequel la durée moyenne de l'année est de 365,25 jours. L'équinoxe de printemps fut fixé au 25 mars, le solstice d'été au 24 juin, l'équinoxe d'automne au 24 septembre et le solstice d'hiver au 25 décembre. Ces dates de début des saisons étaient en fait décalées d'au moins un jour avec la réalité astronomique. De là tu peux comprendre pourquoi Noël est placé désormais le 25 décembre. Les mois de l'époque pourraient te sonner familiers. Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, October, November, December. Seuls Quintilis et Sextilis, respectivement juillet et août, ont été modifiés depuis. La modification du mois d'août est d'ailleurs due indirectement à une erreur humaine. Les pontifes de l'époque, ayant mal interprété l'édit de César, placèrent le bissexte tous les 3 ans, pendant 36 ans, soit à peu près 3 jours de trop sur 36 ans. Auguste, pour corriger l'erreur, ordonna la suppression de toute intercalation pendant 12 ans. Il en profita au passage pour se conférer le nom d'un mois. Sextilis devint alors Augustus, que tu connais mieux sous le nom d'août. En revanche, Quintilis est devenu Julius, en l'honneur de Jules César, et avec le temps juillet. Imposé à tout l'Empire romain par la suite, le calendrier julien fut adopté par la chrétienté et resta en vigueur jusqu'au XVIe siècle. Il continue toujours d'être utilisé par l'Église orthodoxe. En 2000 ans d'utilisation, son retard sur le calendrier grégorien que l'on utilise est actuellement seulement de 13 jours. Car l'année dite tropique, le temps que l'on met pour faire le tour du Soleil et retrouver la position initiale de la Terre, est très précisément de 365,2422, soit une différence de 11 minutes par an, 3 jours pour 4 siècles. D'où l'utilisation du calendrier grégorien, qui est au final une amélioration assez mineure du calendrier julien. Il décale simplement les dates de 10 jours dès sa mise en place, pour revenir à une situation initiale, et rend certaines années non bissextiles, pour rester en adéquation avec les saisons. Mais même ce calendrier n'est pas tout à fait juste. En effet, il comporte un excès de 3 jours en 10 000 ans sur l'année tropique. En plus de réunir les jours en mois et années, les humains, dans le but de tout maîtriser, ont aussi travaillé à découper les jours en sections égales, les heures. Je ne pouvais pas éviter de te parler des cadrans solaires. Tirés des gnomons, un simple bâton servant à indiquer l'heure, on pense qu'il s'agit ici d'un des buts des obélisques. On retrouve en tout cas des traces de ces mesureurs de temps, aussi loin que l'on trouve des traces de calendrier, il y a environ 5000 ans. Et aussi primitive que la technologie puisse paraître, elle est tellement efficace qu'elle a été utilisée sur la Lune lors des missions Apollo, afin de pouvoir déterminer depuis un objet dont on connaissait tout, puisqu'on l'avait fabriqué, les paramètres de luminosité d'un monde que nous découvrions, la Lune. Cela sert grandement à l'organisation quotidienne d'une société, les heures. Imaginez donner rendez-vous à quelqu'un en vous basant sur rien de précis. De même, la division du travail dépend aussi d'une mesure précise, comme les tours de garde par exemple. On tire des Romains encore une fois la majorité de nos codes qui ponctuent la journée. Après-midi leur est directement emprunté. Eux aussi, découpaient le cycle jour-nuit en 24 sections, mais elles étaient inégales durant l'année. 12 pour la partie jour, 12 pour la partie nuit. Au quotidien, cette différence ne pose pas de problème particulier. Sauf si on est garde de nuit. Comme les Romains découpent la nuit en 4 gardes de 3 heures chacune, ces heures sont donc plus longues en hiver. Oh, j'espère qu'ils étaient bien couverts. Et encore une fois, de cette base nous avons perfectionné au fil du temps les mesures et la reproductibilité.
Ces mesures étaient au final tellement suffisantes que ce n'est qu'au XIVe siècle, avec l'avènement de l'horlogerie, que l'heure s'est découpée réellement en sous-parties. Non, pas les minutes. Les horloges n'étaient pas assez précises. On découpe l'heure alors en 2 à 12 parties maximum, allant d'une précision d'une demi-heure à une précision de 5 minutes. Il faudra attendre 2 siècles supplémentaires, au XVIe siècle, pour que le 60e d'heure, la minute, voit sa représentation communément affichée sur les cadrans. Pourquoi 60 d'ailleurs ? L'habitude du système sexagésimal nous vient des Babyloniens et a perduré pour la mesure du temps et des angles. Oui, car l'on parle de minutes d'angle et de secondes d'angle, notamment dans l'astronomie. Cela a l'avantage d'être divisible par 12, ce qui rend simple la représentation sur le cadran d'une horloge, et d'être encore divisible, pour plus de précision. Ce système est très pratique, car le nombre 60 est un nombre peu élevé, mais qui comporte tout de même 12 diviseurs, ce qui est énorme, et cela facilite grandement les calculs. Cette division a donc été adoptée pour couper les minutes en secondes. Le mot seconde vient d'ailleurs du latin médiéval, minutum secunda, ce qui signifie simplement minute de second rang, et que l'on pourrait comprendre comme une minute de minute. Bien évidemment, avec le temps et les avancées technologiques, nous avons coupé la seconde en subdivisions plus petites encore. Tellement petites que nous sommes arrivés à mesurer la déformation de l'espace-temps. Mais je t'en parlerai bien plus tard dans ce voyage. Voilà donc comment l'humanité s'est équipée pour les observations précises. Nous avons complètement apprivoisé le ciel, son aspect cyclique de jour comme de nuit. Et maîtriser les jours, le temps, cela nous a grandement aidé à observer et comprendre ce qui nous surplombe la nuit. On a donc imaginé pendant longtemps la Terre, entourée du Soleil et de la Lune, le tout englobé dans une sphère composée d'étoiles, réglée comme un mécanisme horloger géant. C'était simple et c'était beau. Un balai, rien que pour nous. Un écrin, pour les êtres exceptionnels que nous pensions être.